Mesdames et messieurs, Massa al-Khair. J'ai l'honneur de présenter une émission économique. C'est un remake d'une émission qui existait déjà par le passé. C'est une émission qui se consacre à l'aspect financier, à l'agriculture, à l'industrie, tout ce qui concerne la segmentation économique du pays. Aujourd'hui, avec nous, le directeur général de Salam Bank et la charia complète dans la finance. Le halal, on l'a vu il y a quelques années, qui était vraiment en vogue. Les habits halal, l'alimentation halal, la santé halal, les médias halal. Le halal s'introduisait partout. Malheureusement, les 2 dernières années, il y a comme une montée d'islamophobie en Europe et en Occident qui ont fait que maintenant le halal a baissé et il a moins de cotes, si on peut dire les choses comme ça. La finance islamique, c'était un objectif de 6 000 milliards en 2020. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et tout ce qui s'est passé en Europe, ils sont aujourd'hui à 4 000 euros. 4 000 milliards, 4 000 milliards de dollars. Pour parler de tout ça, avec nous, M. Nasser Haïdar, qui est le directeur général de Salam Bank, une banque qui a vraiment du succès actuellement. Il a une bonne presse, bonne réputation. M. Haïdar va nous expliquer c'est quoi la finance islamique, quel est le secret de cette success story, si on peut appeler les choses comme ça, et bien d'autres choses. Monsieur Haïdar, bonjour. Bonjour, merci Si Samir. Merci pour m'avoir invité à cette émission, cette première émission donc, sur Crésus, sur l'économie. Et je te remercie d'avoir consacré cette première émission à la finance islamique, qui est un sujet d'actualité, un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt auprès des citoyens, donc qui mérite qu'on en discute, qu'on en débatte et qu'on explique un peu aux gens qu'est-ce que ces concepts, cette nouvelle philosophie de la finance, de la banque et aussi qu'est-ce que cela pourrait apporter de plus de valeur ajoutée à notre économie et à notre société. Donc tu m'as demandé, bon d'abord je pense que étant une émission peut-être qui est orientée vers un public francophone, comme j'ai l'habitude d'intervenir en langue arabe, mais cette fois-ci je vais faire exception, je vais parler en français en direction de ce public francophone justement qui demande justement, qui voudrait savoir un peu plus, un peu davantage sur cette nouvelle finance. Donc la finance islamique, c'est Samir, elle est venue comme une réponse à une attente, à une préoccupation d'ordre culturel, d'ordre sociologique au sein des sociétés musulmanes. C'était la problématique de l'usure. Comme tu le sais, les pratiques bancaires conventionnelles reposent toutes sur des concepts fondamentaux et des contrats de base basés sur le prêt ou l'emprunt rémunéré, c'est-à-dire l'intermédiation bancaire classique. Donc on va parler de la banque, parce que la finance islamique, c'est plus large que la banque. Parce qu'il y a la banque, il y a les assurances, il y a les marchés financiers. Bon, nous allons commencer par parler de la banque qui concrétise davantage un peu cette problématique, cette contrainte d'ordre spirituel dans les sociétés musulmanes, celle de l'usure. Donc l'intermédiation bancaire classique repose donc sur l'emprunt par l'établissement financier des ressources financières auprès du public, auprès de l'épargne publique, que ce soit institutionnelle ou particulière. Et cette épargne, soit elle est versée dans des comptes courants, des comptes de chèques
qui ne sont pas rémunérés, donc qui ne posent pas de problème de conformité donc, aux prescriptions religieuses par rapport donc, à l'interdiction de l'usure, du prêt rémunéré. Juridiquement, le dépôt bancaire est un prêt. Le déposant prête l'argent à la banque. Donc la banque peut en user, en disposer, Oui. sous réserve donc de restituer, de rembourser le montant à la demande du client, titulaire du compte courant. Donc là, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de rémunération. Donc le capital est garanti et le bénéfice donc, pouvant résulter de l'utilisation de ces fonds revient à la banque. Parce qu'elle garantit le capital aux déposants. Même quand il s'agit d'épargne. Alors, l'épargne, bon, ça c'est de l'épargne. Quand on dépose l'argent à la banque, c'est de l'épargne. Mais le courant, le compte courant et le compte épargne. Si tu parles du compte épargne, au sens terminologique du terme, le compte livré par exemple, là, ce sont des comptes rémunérés. Et là, dans la banque classique, donc, c'est une rémunération contrepartie d'un contrat de prêt, ce qui pose un problème donc, de conformité aux prescriptions religieuses. Et c'est dans toutes les religions, hein, la religion hébraïque, la religion chrétienne, la religion islamique, toutes interdisent l'usure, c'est-à-dire tout supplément en contrepartie d'une opération de prêt. Religieusement, ça a toujours été quelque chose de prohibé. Sauf que les adeptes de ces religions ont progressivement évolué pour tolérer certaines formes d'usure, parce que la conjoncture ou le contexte économique ou l'évolution économique exigeait qu'il y ait cette tolérance par rapport donc à la rémunération de capitaux dont les marchands et plus tard les industriels avaient besoin pour développer leur business. Donc les Juifs ont commencé par tolérer l'usure envers les autres populations, les adeptes des autres religions ou des autres ethnies, parce que la religion hébraïque elle est étroitement liée à l'ethnie des Hébreux. Et après, dans la religion chrétienne, la doctrine chrétienne, que ce soit catholique, essentiellement catholique, donc elle prohibait la pratique de l'intérêt. Avec le protestantisme, donc, qui dans l'avènement a correspondu avec l'apparition du mercantilisme, plus tard donc, des premières prémices du capitalisme. Donc il y avait, l'Église protestante avait une approche beaucoup moins rigoureuse, beaucoup moins intransigeante par rapport à l'intérêt, en tant que pratique financière structurée dans le domaine du commerce et de l'industrie. Bon, on continue à prohiber l'Église protestante, n'admet pas par exemple qu'il y ait des prêts usuriers entre particuliers, parce que c'est toujours considéré comme immoral, comme contraire à la morale chrétienne, mais dans le business, dans le commerce, il est toléré. Et le catholicisme, par la suite, il a suivi un peu cette tendance, parce que c'est un peu le dictat un peu du monde de la finance et de l'industrie et du capitalisme, la logique capitaliste. Donc je disais que c'est pas particulier à l'islam. Hein. Donc pour revenir un peu au dépôt, donc les comptes épargne et les comptes à terme, quand ils sont rémunérés, donc ça équivaut à rémunérer un prêt et ça pose ce problème, cette problématique d'usure du point de vue notamment des prescriptions de la charia. Parce que sur le plan du point de vue de l'islam, le prêt ne peut qu'être gratuit en islam. Vous ne pouvez pas avoir la garantie, jouir de la garantie de votre capital et de sa rémunération. C'est celui qui assume cette garantie, qui la supporte, qui a droit à la rémunération. Donc, si je vous prête, vous me garantissez le capital, vous disposez du prêt sous réserve que vous m'embauchiez le capital. Mais si vous fructifiez le montant prêté, que vous réalisez des bénéfices, ça vous revient. Parce que c'est en contrepartie de cette garantie qu'on m'accordait sur le capital. Sinon, ça en a une question juste là, sur ce point. Bon, on va pas refaire la jurisprudence de charia, mais
Logiquement, comment on explique aux gens que voilà, la banque, le produit de la banque, c'est l'argent. Oui. Le produit de la banque, c'est l'argent. Donc si la banque ne vend pas son argent, ça ne s'appelle pas l'usure. Justement, la différence, elle est là. Moi, je voulais arriver à la différence. Je continue juste pour dire, bon, l'intermédiation financière. Donc, la banque emprunte des ressources, soit gratuitement, soit contre rémunération, pour pouvoir donc réutiliser ces fonds collectés dans les différents comptes bancaires pour financer les opérateurs économiques, qu'ils soient consommateurs, crédit au ménage, crédit à la consommation, ou bien qu'ils soient opérateurs économiques, entreprises, crédit aux entreprises. Donc, pour subvenir aux différents besoins de ces opérateurs économiques, donc, la banque classique donc, leur prête sous différentes formes, escompte, facilité de caisse, crédit à moyen terme, avance sur facture, crédit, disons, à la consommation, crédit immobilier, différentes formes de crédit, crédit de campagne. Toutes ces formes sont basées sur le contrat de prêt. Donc, elle leur prête moyennant une rémunération. Ce qui pose aussi un problème de conformité parce que le prêt, il est rémunéré. Alors, l'islam, comme il n'admet pas, la charia n'admet pas que le prêt soit rémunéré, donc, mais elle propose des alternatives pour pouvoir donc fructifier l'argent et que cet argent soit injecté dans un circuit économique avec donc réalisation de profit, voilà, le commerce, voilà, tijara. Donc l'alternative c'est quoi? C'est que si vous choisissez la garantie du capital, vous devez renoncer à la rémunération. Maintenant, si vous voulez la rémunération, vous devez renoncer à la garantie du capital. C'est-à-dire que vous devez vous substituer votre statut de prêteur à un statut d'investisseur. Donc vous participez au risque et vous partagez donc les risques avec celui qui fructifie votre argent, ce qui est le cas de la banque. Donc les détenteurs des comptes épargne et des comptes à terme sont des titulaires de comptes d'investissement. Ce sont des investisseurs qui confient leur argent à la banque pour qu'il soit fructifié dans des opérations aussi de financement chez la compatible. Je vais expliquer aussi où est la différence. Et donc, les profits générés par ces opérations de financement chez les compatibles sont partagés entre la banque et les investisseurs. Les investisseurs sont appelés, c'est un contrat qui est appelé dans notre jargon shariatique, acte mudaraba, c'est-à-dire c'est un contrat de mandat d'investissement ou un contrat de participation, si vous voulez, une sorte de capital investissement où les investisseurs, les déposants sont des investisseurs et perçoivent une part des bénéfices réalisés par la banque qui est Modarab, qui est investisseur, qui est leur agent d'investissement, et selon des parts définies dans les conditions générales de banque. Donc il n'y a pas d'intérêt prédéterminé fixe à verser aux déposants. Il n'y a pas de rétribution fixe et prédéterminée, quels que soient les résultats des opérations d'investissement. Donc il y a réellement un partage du risque. Et on est passé donc de la logique du transfert du risque à celui du partage du risque. Et on va voir que ce concept est important aussi dans le domaine des assurances, Takafoul. Le mode de financement sharia compatible dont je parlais, donc au lieu que la banque soit prêteuse de fonds, moyennant une rémunération, donc elle intervient comme vendeur de biens à crédit, donc elle achète et elle vend, et elle assume aussi une part du risque, le risque de détention du bien qu'elle vend à crédit, par facile, même si le bien est choisi par le client lui-même, mais par l'opérateur économique, mais la banque, elle assume la responsabilité jusqu'à ce qu'elle transfère la propriété à l'acheteur. Donc, il y a un risque de livraison. Par exemple, si la banque ne livre pas le bien, le produit au client, elle ne peut pas lui demander de la rembourser. Contrairement à une banque classique, par exemple, si elle prête un particulier pour acheter une voiture, donc elle paye le fournisseur. Si le concessionnaire ne livre pas le véhicule au citoyen, eh ben, la banque lui dit, moi je suis pour rien, vous devez me rembourser parce que je vous ai prêté. C'est à vous de faire votre affaire avec le concessionnaire, avec le fournisseur. Par contre, une banque islamique ne peut pas tenir ce discours. Elle doit livrer. Si elle ne livre pas, elle fait son affaire avec le concessionnaire. Et elle ne peut pas demander au client de la rembourser et elle doit même lui rembourser
l'apport initial ou l'acompte qu'ils versent, que les clients versent généralement, leur contribution. Donc, elle doit lui rembourser si elle ne livre pas le bien. Donc, il y a ce risque qui est pris par la banque en tant que vendeur, en tant que propriétaire. Elle peut aussi soit donner le crédit sous forme de leasing, de contrat de location associé d'une option d'achat. Donc elle achète un bien et elle le donne en location au client sur une période donnée, que ce soit un matériel ou un bien immobilier. Et il paye des mensualités et à la fin, elle peut lui retrocéder donc, le bien pour une valeur résiduelle ou dinar symbolique. Parce que le montant du loyer inclut la récupération par la banque du prix d'achat du bien, plus majoré de sa marge bénéficiaire. Mais c'est un contrat de ijara, parce qu'il faut qu'il y ait le contrat de location, il est dissocié du contrat de rétrocession à la fin du contrat. C'est deux contrats différents. Nous avons des formules, par exemple, de salem, ou vente par procuration, adossé à un contrat de vente par procuration, un contrat d'agence, où la banque peut acheter à une entreprise, par exemple, sa production à condition, sous réserve qu'elle soit une marchandise fongible, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut quantifier au mètre ou au poids ou au volume, quelque chose de quantifiable, ce sont des biens fongibles. Donc elle achète une quantité et elle mandate le client pour la vendre pour le compte de la banque, moyennant le prix d'achat, du capital salem, plus la marge bénéficiaire de la banque. Non, il veut dire, par exemple, je vous achète par exemple une quantité de dattes, une quantité de biens alimentaires, de produits alimentaires, ou par exemple de bouteilles d'eau minérale ou de pièces de rechange. Il sont censés que ce soit quantifié. Parce qu'il y a le hadith dit Man aslafa fi wazdin ma'loum wa kaylin ma'loum ila ajalin ma'loum. Pour que ce soit quantifiable et la durée de livraison doit être déterminée dans le contrat, fixée dans le contrat. Donc la banque, elle achète par exemple pour, disons, 10 millions de dinars de marchandises fongibles et elle mandate le client, le vendeur lui-même, donc c'est une vente en dépôt, de vendre ces marchandises pour 10 millions de dinars plus une marge bénéficiaire par exemple disons 700 000 dinars par exemple, sur une année. Et tout ce qui dépasse les 10 millions 700 000 dinars, ce sera la rémunération, la rétribution du client en tant que mandataire de la banque. Donc c'est un mandat rémunéré. Donc c'est une façon aussi de financer un peu, de renflouer la trésorerie de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de produits, voilà, ce sont des formes de financement, disons, basées sur l'endettement. Nous avons aussi des formes de financement participatif que nous appelons Moucharaka ou Moudaraba, où nous pouvons prendre une participation dans une opération commerciale, dans un projet industriel, dans un investissement, moyennant donc un partage des pertes et des profits. Maintenant, c'est l'heure des start-up. Oui. Est-ce que Salam Bank a de ce côté-là quelques projets? Oui, nous avons conclu une convention avec un fonds d'investissement américain qui s'appelle SAVE, qui a un compartiment donc, dédié à l'innovation. Et donc, ce fonds d'investissement, donc, il a sélectionné un certain nombre de start-up. Donc, il les accompagne pour donc, maturer un peu leur projet, leur business plan et même l'organisation, etc. Pour donc proposer des produits d'innovation financière, par exemple, essentiellement dans des fintech. Et donc, d'une part, nous sollicitons donc ces fintech pour, à travers des cahiers de charges pour développer des produits dont nous avons besoin. Donc, au sein de la banque, des applicatifs pour la gestion bancaire. Donc, c'est une façon aussi de leur assurer, si vous voulez, un carnet de commandes pour pouvoir, pour qu'ils puissent travailler. Et par la suite, nous, les start-up que nous estimons avoir un potentiel de développement et de croissance, nous pouvons envisager une prise de participation dans leur capital, effectivement, dans leur capital. Et nous avons aussi un produit dédié aux très petites entreprises, qu'elles soient dans les domaines de l'innovation ou autres, que nous avions appelé Herfati aussi. C'est-à-dire que
C'est un produit où il y a un compartiment épargne. Donc nous voulons, les jeunes porteurs de projets, nous voulons les habituer à l'épargne, à épargner, donc à souscrire des plans d'épargne auprès de la banque, épargne participative, que j'ai décrit tout à l'heure, et aussi un dispositif de microcrédit en collaboration avec des sociétés, avec des associations de la société civile qui assurent l'accompagnement, l'encadrement de ces petits artisans, de ces petites entreprises, très petites entreprises. Et aussi, il y a un dispositif de microassurance Takaful. Je vais en parler. Sans garantie. Bien sûr, ce sont des entreprises qui n'ont pas de garantie. Bon, nous sollicitons juste une garantie morale, c'est-à-dire en fait, ces associations, ces institutions de la société civile, c'est elles qui servent de garants moraux pour ces porteurs de projets. Et donc, il y a des notables qui garantissent un peu le sérieux et la moralité de ces porteurs de projets. Et nous pouvons les accompagner, bien sûr, sur la base d'une sélection très ciblée et objective pour justement permettre à ces jeunes porteurs de projets, et aussi des femmes qui exercent des activités à domicile, des petites activités de subsistance à domicile. Ce produit-ci, c'est pas des grands montants de... Non, c'est des petits montants. Mais ça peut aller jusqu'à 1 500 000 dinars. Donc ça peut aller de 200 000 dinars jusqu'à 1 500 000 dinars. Et ça permet aussi de contribuer un peu à cet effort d'inclusion financière, de bancarisation de ces couches de la société qui sont généralement exclues du système bancaire. Parce qu'en fait, ce créneau de la microfinance, il s'est développé de par le monde parce que, à travers l'expérience notamment du docteur Mohamed Younes au Bangladesh, avec sa Grameen Bank, la banque des pauvres, il a démontré que justement ces catégories socio-économiques très marginalisées sont parfois porteuses de grandes valeurs ajoutées et qui peuvent, d'abord, ça crée de l'emploi, parce que ce sont des activités de subsistance, et ils ont un potentiel de croissance, de développement. Moi, j'ai suivi quelques expériences, j'ai visité quelques expériences d'institutions de microfinance où certaines banques, par exemple, se sont vues astreintes par les pouvoirs publics de ce pays dans une conjoncture de crise économique et sociale, donc d'accorder des facilités à des populations rurales, des populations pauvres, etc., pour avoir des petits crédits pour lancer des petites entreprises, des micro-entreprises, etc. De là-bas que ça sort les richesses. Voilà. Mais ils l'ont fait sans conviction. Donc quand ils ont vu qu'il y avait l'affluence un russe sur leur guichet, etc., ça les a un peu dérangés. Donc ils ont appelé des retraités. Ils leur ont dit, voilà, créez une association de microcrédits. Nous vous donnons un capital assez important. Et en quelque sorte, entre guillemets, vont le débarrasser de ces clients indésirables. Et ils ont été surpris de constater que ces associations de microcrédits pour lesquelles ils n'avaient pas prêté une longue vie, se sont développés avec un réseau d'agences à travers le pays. Et finalement, elles ont réussi quand même à en faire un véritable business avec, disons, un portefeuille de très petites entreprises qui ont grandi et qui se sont vues par la suite courtisées par la banque elle-même, qui a filialisé un peu cette activité. C'est pour vous dire que donc, nous voulons donc développer un peu cette activité, mais à travers ce partenariat, parce que l'expérience a démontré que c'est difficile de gérer un dispositif de microcrédit en tant que produit bancaire. Parce que la vision du banquier, ses habitudes, etc., et il n'est pas prédisposé pour gérer des petits crédits de 200 000, 300 000 dinars ou d'1 million de dinars. La société civile, elle peut jouer. Donc voilà, la banque, elle finance, mais la gestion opérationnelle de ces projets leur accompagne. D'abord, la sélection, l'évaluation et la sélection, et puis l'accompagnement, et aussi, quand je dis accompagnement, parce que ces porteurs de projets, il faut aussi les aider à commercialiser leurs produits, à leur trouver des débouchés, et aussi à bien gérer leur entreprise. Donc ce partenariat-là juste permettra donc peut-être de lancer un peu un dispositif de financement des très petites entités économiques de manière
pertinente, de manière efficiente et de manière durable. Très bien. C'est Nasser, on arrive à moitié de l'émission. On fait une petite pause et on revient sur un autre volet. Mesdames et messieurs, nous revenons à notre intéressant débat avec M. Nasser Haïdar, directeur général de Salam Bank. Après cet intéressant exposé, c'est Nasser, qu'en est-il maintenant de Salam Bank? Parce qu'on entend ici et là que franchement, Salam Bank a acquis une cote très intéressante due à plusieurs facteurs, hein, la facilité, l'accueil, la flexibilité. Qu'en est-il du bilan de Salam Bank tout au long de ces dernières années? Donc je disais que Salam Bank étant le dernier venu sur la place bancaire nationale en 2008, elle se devait donc, toujours en restant dans le sillage des pratiques bancaires islamiques, sharia compatibles, elle se devait donc de proposer les produits offerts traditionnellement par la finance islamique sous un nouvel habillage, sous de nouvelles formules, susceptibles donc d'attirer un peu davantage l'intérêt et l'engouement des citoyens. Par exemple, sur le plan de l'épargne, nous avons diversifié l'offre de produits d'épargne. Nous avons un livret d'épargne classique que nous appelons Niyati. Par la suite, nous avons lancé un produit d'épargne que nous avons appelé Hadiyati, qui sert donc à l'offrir comme cadeau dans certaines occasions, mariage, anniversaire, réussite au baccalauréat par exemple. Donc c'est toujours pour diffuser la culture de l'épargne auprès des jeunes générations, auprès des particuliers en général. Nous avons développé un produit que nous avons appelé Omrati, donc en contrepartie de la souscription d'un livret d'épargne Omrati. Par la suite, donc le titulaire peut bénéficier d'un voyage Omra par facilité auprès d'une agence de voyage agréée par la banque. Livret d'épargne Siyahati, qui permet aussi de bénéficier d'un séjour touristique national, local, auprès d'agences agréées par la banque. Un livret d'épargne Derasati, qui permet aussi de bénéficier de facilités de paiement auprès d'établissements scolaires ou de formation professionnelle ou d'enseignement supérieur privé. Livret d'épargne Herfati, qui permet aussi de bénéficier de microcrédits à l'adresse des jeunes porteurs de projets, de petits artisans et même de femmes exerçant une activité économique à domicile. Quelques exemples de diversification de l'offre de produits d'épargne participative visant donc à élargir un peu l'éventail de ces produits et à élargir aussi la sphère des épargnants susceptibles d'être intéressés. Nous avons aussi, par exemple, à l'occasion du 8 mars dernier, lancé un produit d'épargne, nous avons appelé Seyidati, adressé aux femmes. Aussi, qui leur permet aussi de participer à une tombola avec des cadeaux à l'occasion du 8 mars. D'une part, c'est pour fêter cet événement avec la femme algérienne, nos mères, nos sœurs, nos épouses, etc., nos filles. Et ça permet aussi de diffuser la culture de l'épargne auprès de la jeune féminine aussi. Donc, ce sont des exemples de diversification et d'innovation un peu en matière de produits d'épargne. Nous avons lancé par exemple une carte Visa destinée aux exportateurs, parce que la réglementation permet aux exportateurs de disposer de 20% des recettes d'exportation en devises dans leur compte exportateur pour leurs besoins, pour voyager, etc. Donc au lieu qu'ils utilisent cet argent cash, nous avons offert cette carte Visa internationale qui leur permet, c'est une Visa corporate, parce que nous avons la carte Visa personne particulière, mais la carte Visa corporate qui leur permet d'utiliser, et même aux employés de la société, d'utiliser peut-être ces fonds dans les missions à l'étranger, etc. C'est aussi une nouvelle. Nous avons aussi, par exemple, innové en digitalisant le crédit à la consommation pour les petits articles ménagers, électroménagers, même motocycles, etc. Donc à travers des plateformes de partenaires liés avec la Banque des Conventions, nous avons 3 partenaires qui ont des plateformes de e-commerce
Ouais. Et donc, nous avons réservé donc une fenêtre à travers laquelle les consommateurs peuvent choisir des produits qu'ils peuvent acquérir à crédit auprès de Salam Bank. Ah, c'est bien. Donc, et de manière totalement digitale et à distance, sans qu'ils n'aient à se déplacer auprès de la banque. Et même, les produits sont livrés directement au domicile des clients. Voilà quelques exemples où nous avons essayé un peu d'apporter. En fait, c'est les mêmes produits. C'est produits Ijara, Ijara Service, Ijara Khademat, le séjour touristique par facilité, c'est Ijara Service. Donc, nous avons élargi l'Ijara des biens tangibles au service, par exemple. Ouais. Et ça nous a permis, donc, comme vous avez dit, de conquérir quand même une place respectable sur le marché. Et ça justement, nous a ouvert des perspectives. Quelle est la part du marché de Salam Bank? Bon, est-ce que vous avez les statistiques? Oui, bon, quelques statistiques. Bon, nous sommes quand même le restant, une petite banque par rapport donc, aux banques publiques, aux banques qui détiennent 87% du marché. Nous disputons un peu les 13% restants du marché avec une vingtaine de banques établissements financiers privés, dans de grandes banques internationales. Mais quand même, sur ce segment du marché bancaire privé, nous avons à peu près, nous situons à la 5e place, par exemple, sur 13 banques. Je parle des banques uniquement, à l'exception des établissements financiers. Sur les 13 banques concurrentes privées, nous sommes à peu près à la 5e place en termes de dépôt, en termes de crédit, en termes de PNB, en termes même en termes de résultats. C'est-à-dire, en fait, nous détenons, disons, à peu près 10% du marché bancaire privé. C'est-à-dire, en 15 ans d'activité, c'est comme c'est un résultat, je ne dirais pas exceptionnel, mais acceptable, parce que nous sommes sur une place très, très concurrentielle et il y a toujours la prédominance un peu du secteur bancaire. Mais justement, est-ce qu'il y a à l'horizon un projet de réforme bancaire? Quel est l'apport de Salam Bank, par exemple, dans cette réforme? Oui, je voulais juste rajouter que si on voulait mesurer un peu cette dynamique un peu de croissance de Salam Bank, on peut la voir à travers justement le taux de croissance de ces indicateurs financiers, par exemple en termes d'évolution des dépôts. Bon, nous avons sur les 5 dernières années un taux d'évolution annuel moyen de 24%. Taux d'évolution du crédit à peu près 23%. À deux chiffres, c'est bien. À deux chiffres. Par exemple, entre 2021 et 2022, le taux de croissance, par exemple, des crédits sur la place bancaire en général, dans sa globalité, se situe autour de 3,3%, selon le rapport de la Banque d'Algérie. Notre taux de croissance, notre portefeuille crédit, s'est élevé à 16%. Donc, c'est au-dessus de la moyenne de la place. Donc, nous avons une dynamique de croissance, une dynamique de développement assez poussée et nous poursuivons toujours donc, cette démarche, cette stratégie donc, que je qualifierais d'agressive, d'active sur le marché pour améliorer notre part de marché et pour pouvoir aussi satisfaire le maximum de citoyens, d'opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier de nos services. Et à travers justement cette digitalisation de nos produits, et on investit encore davantage dans la digitalisation, ça nous permet aussi d'être présents à distance, là où on n'est pas présent physiquement, parce que nous avons un réseau d'agences qui avoisine 25 agences. C'est déjà pas mal. Mais pour un pays continent comme le nôtre, ça reste insuffisant. C'est récent. Et voilà. Et comme cette digitalisation, ce concept de banque digitale ou de services bancaires digitaux n'est pas encore virtuel, n'est pas encore très développé, très, je dirais, maîtrisé par les citoyens, par les agents de banque. L'Algérie reste toujours dans cette démarche physique
par rapport à sa relation avec les institutions, avec l'environnement économique. Mais ça va venir, je pense, avec une nouvelle génération. Je pense qu'on arrivera justement à bénéficier de produits bancaires sur son téléphone portable comme ça se passe ailleurs dans le monde. Et nous avons déjà des services de mobile banking, de M-Payment. Et ce sont des services qui permettent donc d'effectuer un certain nombre d'opérations bancaires de son domicile ou de son bureau. Alors, concernant la réforme bancaire, comment la voyez-vous? Bon, la réforme bancaire, en fait, déjà sur le plan juridique, vous avez vu par exemple que la loi bancaire et monétaire, la loi sur la monnaie crédit a été modifiée pour introduire justement cette approche modernisante un peu de l'activité bancaire à travers donc, la possibilité de voir s'implanter des banques digitales, par exemple, des PSP, des pourvoyeurs en moyens de paiement privés, que ce sont des gens qui peuvent donc offrir des moyens de paiement électroniques sans qu'ils ne soient banques ou établissements financiers, ce qui est une nouveauté, presque une révolution. Parce qu'avant, c'était l'apanage des banques et des établissements financiers. Nous avons aussi dernièrement un règlement dédié au crowdfunding, le financement participatif, qui permet de lever des fonds, des petites sommes à travers des plateformes et pouvoir financer des porteurs de projets aussi de manière participative. Donc le crowdfunding, c'est un mode de financement, disons, digital et de masse, qui permet aussi de drainer une partie de l'épargne et financer aussi pas mal de porteurs de projets. Mais ça demande quand même que cette culture soit diffusée et que les gens comprennent un peu, qu'ils aient confiance surtout, parce que comme ça, confier des fonds à une plateforme, c'est quelque chose de nouveau pour nos citoyens. Mais c'est une nouveauté aussi. Je pense qu'il y a des fintechs qui s'apprêtent à lancer donc, des plateformes de crowdfunding, de financement participatif de masse. La loi bancaire monétaire a aussi prévu que la Banque centrale puisse émettre une monnaie digitale, une monnaie numérique, mais une monnaie numérique de la Banque centrale. Donc, parce que, vous savez, les monnaies virtuelles... c'est pas le Bitcoin. Voilà, c'est pas le Bitcoin, parce que là, la loi algérienne, pour le moment, elle interdit l'utilisation des monnaies virtuelles. Ce sont des monnaies, une monnaie digitale, mais qui restent sous le contrôle et la supervision de l'Institut d'émission. Parce que la monnaie, c'est quelque chose de très sensible, de très important, de stratégique, qui ne doit pas être laissé comme ça sur un marché libre comme ça, contrôlé par des blockchains, c'est-à-dire des machines, des ordinateurs, et on ne sait pas un peu quels sont les tenants et aboutissants, mais sous l'emprise et la supervision de la Banque centrale, ça permet aussi quand même peut-être de drainer une partie de cette masse fiduciaire qui est active à la périphérie de la sphère bancaire. Donc, c'est-à-dire il y a des avancées sur le plan légal et réglementaire, mais qui demandent à être suivies sur le plan, bien sûr, opérationnel, sur le plan du marché. Et comment convaincre le marché parallèle à rentrer dans les rangs? Voilà, moi je pense qu'il ne suffit pas d'émettre des textes pour pouvoir dire que nous allons développer, par exemple, une place bancaire et financière ou de nouveaux produits ou bancariser davantage. Il faut travailler surtout sur l'écosystème, sur l'environnement administratif, sur l'environnement fiscal, sur l'environnement institutionnel, mais aussi sur le plan donc, de l'éducation financière des citoyens à partir de l'école pour familiariser justement les Algériens aux techniques et aux procédés de la finance moderne et je dirais la finance sharia compatible qui répond à leurs convictions religieuses pour pouvoir donc s'intégrer au sein donc, du système bancaire et financier transparent et structuré. Pourtant l'argument principal de l'existence du marché parallèle, c'était de dire que voilà, c'est la banque c'est haram, c'est ceci, cela. Maintenant, quand on a des institutions islamiques comme ça, on n'a toujours pas résolu le problème. Moi, je pense, Samuel, qu'on ne peut pas expliquer l'informel uniquement par
cette contrainte religieuse par rapport aux pratiques bancaires conventionnelles. Ça explique une partie du problème. Effectivement, il y a une partie de la population qui refusait de bénéficier des services et des prestations bancaires parce qu'elles étaient entachées de pratiques usuraires selon leur perception religieuse de ces pratiques. Effectivement, donc l'offre de produits bancaires, d'épargne, d'investissement et de crédit charia compatible qui écarte et exclut le recours aux prêts, aux emprunts usuraires, mais qui leur substitue des pratiques de commerce et de vente selon l'adage coranique halallahu al-bay' wa harrama al-riba, permet d'absorber une partie de ces activités ou de ces ressources financières informelles, une partie. Ceux qui hésitaient à aller aux banques à cause de cette contrainte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, comme j'ai dit, beaucoup de facteurs d'ordre sociologique, d'ordre culturel, d'ordre fiscal, d'ordre administratif, à un certain bureaucratique. Moment, on leur a dit que voilà, un taux de fiscalité qui était à 7%. Le taux de pression fiscale est assez élevé en Algérie. Maintenant, avec la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle que les pouvoirs publics ont pris dernièrement, donc ça a été promulgué dans la loi de finances pour 2024, ça va contribuer peut-être à résorber partiellement cette problématique d'évasion fiscale. Parce que l'un des facteurs, justement, c'est ce souci de se soustraire un peu à cette pression fiscale qui était considérée comme excessive par pas mal d'opérateurs économiques. En fait, il faut plusieurs réformes. Voilà, réforme bancaire, réforme fiscale, réforme sociale. Tout à fait, et éducationnelle. Donc l'éducation financière aussi très importante, parce qu'il s'agit de convaincre les épargnants, les opérateurs économiques, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise qu'ils ont intérêt, parce que le commerçant, il est guidé par l'intérêt, il faut dire ce qu'il en est, par l'intérêt. Il faut qu'il soit persuadé que son intérêt est d'être transparent, de travailler dans la légalité, dans la régularité, dans la transparence, pour pouvoir faire plus de bénéfices, pour pouvoir travailler tranquillement, sans qu'il y ait justement cette hantise ou cette épée de Damoclès, par exemple, d'un contrôle fiscal qui risque de lui faire des redressements, qui peuvent pratiquement éponger. Qui peuvent envoyer des ATD. Voilà, et pour cela, c'est-à-dire qu'il faut que, donc, avec cette réduction du taux de pression fiscale, ça permet quand même aux opérateurs économiques d'être plus à l'aise et sachant que maintenant, l'entreprise, il faut qu'il sache que l'entreprise n'appartient pas uniquement à ses propriétaires, à son propriétaire, à l'actionnaire ou aux actionnaires. L'entreprise appartient à la société, même du point de vue musulman, du point de vue islamique. L'argent, la propriété individuelle n'est pas perçue comme un droit absolu. Il faut qu'elle puisse servir l'intérêt du détenteur de cette propriété individuelle, du propriétaire du capital, mais aussi il faut qu'elle serve aussi l'intérêt collectif. En islam, il y a toujours cette équation, cet équilibre entre l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Il ne faut pas que l'un soit au détriment de l'autre. Et cet équilibre, cette wasatiyya qui caractérise le droit musulman, par exemple. Par exemple, quand on parle de la finance islamique, vous voyez cet équilibre, ce souci de préserver l'équilibre contractuel entre les parties d'une transaction. Il ne faut pas qu'il y ait que la balance penche d'un côté plus que de l'autre. Donc, pour revenir à cette problématique d'informel, donc l'entreprise et l'État a des droits sur l'entreprise, il est en quelque sorte actionnaire dans l'entreprise. Il faut qu'il soit actionnaire dans des mesures acceptables par l'actionnaire qui a créé l'entreprise. Et aussi, les travailleurs ont des droits sur l'entreprise, les salariés aussi. En quelque sorte, ils sont associés à l'entreprise. Les fournisseurs, ils sont associés à l'entreprise. C'est le concept de gouvernance moderne. La gouvernance, c'est-à-dire être en équilibre, être en harmonie avec toutes les parties liées. Les parties liées par cette entreprise. C'est l'écosystème. Et cette culture-là, il faut qu'elle soit diffusée, il faut qu'elle soit largement diffusée dans la société pour que
nous parvenions donc à venir à bout de ce phénomène un peu d'économie informelle qui continue malheureusement. Et c'est une économie qui n'est pas toujours péjorative. C'est une économie parasite. D'accord, mais quand même, elle fait vivre des familles. Elle crée des emplois. Sauf que sur le dos des gens qui travaillent et qui sont... Bon, oui, effectivement, vous avez raison pour ce qui est du commerce déloyal, un peu qui font de la concurrence déloyale à ceux qui payent leurs impôts, etc. Je suis d'accord. Non, mais je parle des très petites activités, de la petite semaine quand même, que nous cherchons d'ailleurs à drainer, à attirer vers la sphère bancaire à travers ce produit de helfati, de microcrédit. C'est une question de culture. Mais c'est pour ça qu'il faut donner des avantages, il faut convaincre. Parce qu'on ne peut pas lutter contre l'informel par des mesures répressives uniquement, mais il faut que ces acteurs économiques sachent qu'ils ont intérêt à rallier la sphère formelle pour développer davantage leur activité. On a trop galvaudé des mots que maintenant ils n'ont aucun sens. Non, mais la finance islamique, la banque islamique, elle donne beaucoup de solutions. Et d'ailleurs, elle ne concerne pas que les plus de 1,5 milliard de musulmans de par le monde. Oui. Il y a beaucoup d'Européens, de pays européens qui s'intéressent à la finance islamique. Ils ont des banques islamiques chez eux. Sauf que moi, j'ai une question. En France, on est pratiquement 9 millions de musulmans. Mais il n'y a pas de cliché islamique là-bas. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas une offensive dans ce sens? C'est vrai. C'est ce que vous dites. À un certain moment, quand Christine Lagarde était ministre de l'économie en France, elle avait voulu faire de la France le hub de la finance islamique en Europe. Donc, elle a encouragé les institutions financières islamiques à s'implanter. Elle avait même promulgué des instructions fiscales pour assurer la neutralité fiscale entre les produits bancaires et financiers islamiques par rapport à leur corollaire conventionnel. Donc, je pense qu'elle a beaucoup travaillé dans ce sens. Malheureusement, avec les évolutions politiques qu'il y a eu par la suite, la montée de l'extrême droite et ce phénomène vous avez parlé tout à l'heure d'islamophobie, on a constaté un certain recul pour cet engouement officiel de la France officielle pour la finance islamique. Bon, avant, il y avait par exemple un master finance islamique à Paris-Dauphine. Moi, j'ai enseigné pendant 8 ans, je crois, 8 ans, à Paris-Dauphine. Il y a à l'université de Strasbourg un module de finance islamique, un MBA dédié à la finance islamique où il y avait chaque année une trentaine d'étudiants, dont beaucoup de Français, qui voulaient s'initier à la finance islamique pour pouvoir travailler dans ce créneau-là auprès de fonds d'investissement ou de banques islamiques, même au Moyen-Orient. Mais en France, malheureusement, ça n'a pas fait long feu et c'est au préjudice de l'économie française parce que quand Christine Lagarde voulait développer la finance islamique, c'est entre autres aussi pour capter des capitaux à sensibilité religieuse à l'orée de la crise financière de 2008. Voilà. Il y avait aussi un intérêt économique à pouvoir donc offrir des services bancaires sharia compatibles pour des investisseurs soucieux d'investir selon leurs convictions, mais dans des créneaux comptables en Occident. Mais je dis quand même qu'il y a des institutions financières islamiques en Grande-Bretagne, en Allemagne, il y a des fonds d'investissement qui offrent des portefeuilles d'actions sharia compatibles, même en France. Et donc c'est devenu un produit qui fait partie prenante de la finance mondiale et qui est reconnu en tant que tel, et dont les particularités et surtout sa forte corrélation avec l'économie réelle a suscité l'intérêt d'économistes qui considèrent que peut-être les principes fondateurs de la finance islamique pourraient contribuer à ramener un peu la finance, les marchés financiers, les marchés boursiers, à revenir un peu vers le giron de l'économie réelle au lieu de se perdre dans les méandres des produits dérivés et de la spéculation oisive et improductive.
Merci beaucoup, M. Haïdar, mon ami Nasser, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait l'honneur d'animer avec moi le numéro 1 de l'émission Crésus. Inch'Allah, المرة الجاية إن شاء الله نديروها باللغة العربية إن شاء الله إن شاء الله نقعدوا إن شاء الله محافظين على مكانة تاع اللغة qui reste quand même la plus noble, la plus spirituelle, la plus intelligente des langues de l'univers, hein, la langue arabe, la langue du Coran, la langue des fiqh et des fuqaha. Je suis entièrement d'accord. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce premier numéro de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.